Bonjour tout le monde, salutations depuis Nouakchott en Mauritanie. Un grand plaisir de prendre part à cette table ronde, même si c'est de manière virtuelle. Merci à l'équipe du partenariat de Ouagadougou pour l'invitation et pour avoir saisi ce moment non seulement historique, mais également très opportun pour organiser cette discussion. Génération Égalité. 25 ans après la déclaration de Beijing, qui a été l'agenda le plus visionnaire en termes d'égalité genre. Alors que la crise de Covid-19 a éclipsé les résultats phares de la commémoration, celle-ci vient encore plus mettre en évidence cet agenda, guidé par la vision d'un monde plus égalitaire. Génération, égalité. Ces deux mots côte à côte sont très forts, à plusieurs niveaux. J'ai eu la chance d'assister à la genèse de ce nouveau format du forum, issu des réflexions de la présidence française du G7 en 2019, en tant que membre du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, mise en place par le président français. Nous avions pour mission de répertorier les lois les plus progressistes dans le monde sur les questions liées aux violences sexistes et sexuelles, à l'éducation et la santé inclusive, à l'autonomisation économique des femmes et à l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les politiques et la vie publique. C'était une expérience exaltante qui m'a permis non seulement de rencontrer et de travailler avec des personnes brillantes, passionnées et déterminées, mais de faire entendre la voix et les perspectives de mon pays, notre continent, notre région. Le postulat de base était le suivant. En 25 ans, nous avons vu l'égalité genre et les droits des femmes progresser significativement, notamment en matière d'éducation et de santé. Entre 1995 et 2018, le nombre de filles non scolarisées du primaire et du premier cycle du secondaire a presque diminué de moitié. Entre 2000 et 2017, le taux mondial de mortalité maternelle a diminué de 38%. 2020 était l'année où nous étions censés faire le bilan, célébrer les avancées tout en mettant les projecteurs sur les grands manques encore à combler. Et Covid arrivant, menaçant de nous faire encore reculer. Mais nous donnons également l'opportunité de non seulement tirer la sonnette d'alarme encore plus fort, mais d'agir. D'où Génération Égalité. Le forum devait s'appeler Beijing plus 25. Mais je suis très contente que le secrétariat ait décidé de l'appeler ainsi. Génération Égalité. Je me sens personnellement interpellée. En ma qualité de directrice générale de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, en tant que jeune, femme, africaine, je suis de cette génération Égalité, qui veut prendre sa place pour que sa perspective et celle des autres Mauritaniennes qui n'ont pas eu les mêmes opportunités soient entendues et écoutées. Je suis de cette génération Égalité qui remet en question les réunions auxquelles elle assiste, où elle est la seule femme, qui pousse son gouvernement à adopter une budgétisation sensible au genre, qui milite pour que la loi ne soit pas discriminatrice envers le développement économique des femmes. Notre génération a la clé. Notre génération est la clé pour agir en faveur de celle à venir. Un des prérequis pour faire de l'inégalité genre une histoire du passé est l'autonomisation économique et l'inclusion financière des femmes, préalable à une croissance inclusive et équitable. Autonomisation économique des femmes. On entend souvent ce terme, qui a tendance à devenir fourre-tout. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'autonomisation économique des femmes, telle que nous l'avons définie dans notre rapport du partenariat de Biarritz à l'issue du sommet du G7 en 2019, est un processus de transformation qui résulte du développement de leur employabilité, à la fois par la formation initiale et continue, des conditions de travail permettant l'articulation de la vie professionnelle et personnelle, la déconstruction des stéréotypes liés au genre et des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, par l'accès à une véritable mixité des emplois et enfin, par l'accompagnement en termes de services publics. Chantier vaste, vous me direz, mais qui fait son sens non seulement humainement, mais également économiquement. Des études montrent que la réduction complète des écarts entre les femmes et les hommes dans le monde du travail pourrait augmenter le produit national brut mondial de 28 milliards de dollars d'ici 2025. Malgré les progrès réalisés en matière d'emploi et d'autonomisation économique des femmes, l'écart salarial entre les femmes et les hommes demeure de 20%. À l'échelle mondiale, 64% des femmes sont sur le marché du travail contre 94% des hommes. L'enjeu ici est de leur permettre d'accéder à tous les champs du possible et de créer un espace où les femmes
peuvent faire entendre leur voix et prendre des décisions économiques et sociales. Il s'agit concrètement d'éliminer les obstacles à l'accès des femmes aux opportunités économiques. Plusieurs avenues possibles pour des pistes de solutions. La loi en est une. Le rapport de la Banque mondiale, les femmes, l'entreprise et le droit montre que les lois discriminatoires qui empêchent les femmes d'avoir les mêmes opportunités que les hommes, d'accéder au marché du travail ou à l'entrepreneuriat et d'être protégées sur leur lieu du travail constituent un des obstacles majeurs à leur autonomisation économique. L'adoption des lois est une chose, mais pour qu'elles puissent être de puissants outils de changement en faveur de l'autonomisation économique des femmes, il faut qu'elles soient mises en œuvre au moyen de politiques publiques qui visent à éliminer les obstacles structurels et les préjugés sexistes. La représentativité est importante. Grâce à une représentation plus élevée, les femmes ont la possibilité de plaider en faveur de politiques et de réformes socio-économiques qui tiennent compte des besoins et des défis spécifiques aux femmes, aux jeunes et aux autres groupes marginalisés. Je prends mon cas par exemple, car dans ma position, je sens qu'il est de mon devoir de m'assurer que nos partenaires, nos collègues, nos fournisseurs prennent en considération l'aspect genre à leur niveau également. Je l'exprime clairement et souhaite le renforcer davantage dans notre processus de recrutement, dans le processus des choix des fournisseurs, dans les grilles salariales, entre autres. Améliorer l'accès au capital et l'inclusion financière est cruciale. En 2018, les femmes ne recevaient que 2,2% des fonds d'investissement dans le monde. En France, par exemple, les 10 premiers fonds d'investissement français n'ont investi que 2,5% des fonds levés dans les sociétés cofondées par des femmes au cours des 5 dernières années. Une question morale, mais aussi une erreur stratégique. La mixité maintient une meilleure intelligence collective qui elle-même produit des entreprises plus innovantes, un monde plus juste et de meilleurs rendements financiers. Outre le renforcement des lois existantes, un changement systémique, les investisseurs de capital risque doivent être davantage sensibilisés aux préjugés sexistes et inclure un plus grand nombre de femmes dans leurs équipes d'investissement. Chantier vaste qui a l'air si complexe, mais notre génération égalité peut changer la donne. Égalité, on agit.